En 1914, l'artillerie n'était pas seulement le bruit au-dessus des tranchées, c'était aussi l'enfer de ceux qui servaient les pièces. Avant la guerre, 3 nouveautés avaient changé la donne. La poudre sans fumée, les cartouches complètes chargées par la culasse, et surtout le frein de recul, invention française. La révolution tenait dans ces détails mécaniques. Sur un vieux canon de campagne, chaque tir faisait reculer l'affût de plusieurs mètres. Il fallait le remettre en ligne avant de recommencer. Cette remise en batterie cassait le rythme. Avec la poudre noire, un nuage blanc trahissait la batterie et aveuglait ses propres servants. Il tirait, puis perdait de vue l'endroit où l'obus tombait. Le saut décisif, c'était le recul absorbé par la machine. Au départ du coup, seul le tube partait en arrière. Roue et affût restaient plantés. Un piston poussait de l'huile dans un passage étroit, ce qui freinait le mouvement sans arracher la pièce. En même temps, de l'air comprimé dans un autre cylindre renvoyait le tube en position de tir. Ajoutez la poudre sans fumée, qui cachait moins la batterie et laissait voir le résultat, puis la culasse avec sa munition d'un seul bloc. Le rechargement s'accélérait brutalement. On passait de 2 ou 3 coups ajustés par minute à 20, mais seulement pendant un court effort. Pourtant, les états-majors voyaient encore le canon comme un auxiliaire. Ils devaient aider l'infanterie et la cavalerie, faucher les hommes à découvert avec le shrapnel. Donc les pièces restaient légères, hippomobiles, et tiraient surtout à vue, presque tendues, loin de leur portée réelle. Le tir indirect, lui, n'avait pas encore pris la place qu'il allait conquérir en quelques mois. Un canon de campagne visant à vue ne pouvait rien contre ce qui se cachait derrière une crête ou dans une tranchée. C'est là que l'obusier entrait en scène. Tube plus court, obus moins rapide, trajectoire haute. Le projectile montait raide, puis retombait presque à la verticale sur celui qui croyait son abri suffisant. Une autre pièce, tenue plus discrète, allait bientôt frapper les esprits. On y revient. Mais au début, la vedette restait le canon de campagne à tir rapide. Son projectile favori était le shrapnel. Réglé pour éclater au-dessus du terrain, il projetait des éclats et plusieurs centaines de billes métalliques sur les soldats exposés. Il existait bien des obus explosifs, utiles contre les fortifications légères et les objectifs durs. Avant la guerre, pourtant, on ne leur accordait pas une grande attention. Comme la mitrailleuse, l'artillerie avait donc bondi en quelques années, sans avoir été éprouvée à cette échelle. Et on allait l'employer avec des réflexes anciens, presque napoléoniens, comme si les vieux canons de campagne réglaient encore la bataille. Le choc fut terrible. Dans les premières semaines, chaque pièce arrivait derrière ses chevaux, souvent 6 par canon. Autour, 6 à 10 hommes avaient chacun leur tâche. On galopait, on décrochait, on renvoyait les attelages, puis on préparait le tir. En face, les mêmes canons et les mitrailleuses attendaient, mais enterrés dans des positions défensives. Ce vieux balai s'est donc brisé très vite. Quand les Britanniques l'ont tenté contre des lignes allemandes préparées, avec les canons ennemis dissimulés en arrière, ils ont été écrasés en quelques heures. Hommes et chevaux sont tombés en masse, et les pièces sont restées seules au milieu du champ de bataille. Toutes les armées essayèrent ce genre d'attaque frontale au début du conflit. À chaque fois, le résultat fut désastreux. Alors chacun chercha à déborder l'autre, jusqu'à manquer de terrain. La mer du Nord d'un côté, la frontière suisse au sud. Le front occidental se figea dans des kilomètres de tranchées et de barbelés. Pour les artilleurs, le pire commençait. Mais avant leur quotidien, revenons à cette pièce secrète. L'effort avait été conçu pour encaisser les canons de leur temps, surtout les pièces de campagne plus légères. Les plus gros calibres courants tournaient autour de 200 mm. Les forts recevaient donc des murs de béton pouvant atteindre 4 mètres, censés absorber ces coups. Les Allemands savaient qu'il fallait briser ces ouvrages pour espérer gagner. Ils mirent en service un obusier de 420 mm, bientôt surnommé la Grosse Bertha. L'engin pesait environ 40 tonnes et lançait un obus d'à peu près 800 kg, avec une fusée à retardement. Le projectile s'enfonçait dans le béton avant d'exploser. Il fallait le transporter par tracteur, puis l'assembler près de la cible. Mais lorsqu'un tel obus frappait, la forteresse ne restait pas debout. Dès le début de la guerre, des ouvrages jugés indestructibles furent réduits en gravats. L'âge des forteresses venait de s'effondrer. Les Austro-Hongrois prêtèrent aussi aux Allemands leur mortier super lourd Skoda de 305 mm pour pulvériser ces forts. La leçon était nette. Dès les débuts, l'artillerie dépassait les fortifications et l'infanterie surprise à découvert. Puis elle poussa la guerre vers l'impasse des tranchées, où elle devint l'arme centrale. Comme tout le monde s'enterrait, le tir devint presque toujours indirect. Les servants visaient des objectifs derrière des reliefs, invisibles depuis leurs pièces. Le quotidien prit alors un air d'atelier. On calculait grossièrement,
puis on envoyait des coups de réglage. Les servants savaient à peu près où les obus devaient tomber. Dans le doute, mieux valait tirer trop long que trop court pour éviter leur propre ligne. Cela arrivait pourtant trop souvent. À l'autre bout, l'observateur d'artillerie suivait les impacts. Il transmettait les corrections par téléphone. Quand les câbles étaient coupés par les obus ennemis, ce qui se produisait sans cesse, il restait les coureurs ou les pigeons. Mais les armées étaient parties avec de petits stocks, environ 1000 obus par pièce, supposés suffire à 6 mois de guerre. La plupart étaient des shrapnels. En 2 mois, tout le monde manqua de munitions. Le shrapnel ne servait presque à rien contre les tranchées et les abris, et surtout, il coupait mal les barbelés. La production d'obus devint prioritaire. Pendant que les hommes combattaient, les femmes durent prendre le relais dans cette production. Obus fumigènes, obus éclairants, obus à gaz. À mesure que la guerre s'enlisait, l'artillerie inventait de nouvelles façons de tuer, de cacher ou d'aveugler. Derrière chaque projectile, il y avait aussi des ouvriers dans des usines qui tournaient jour et nuit. Beaucoup y ont laissé leur vie dans des accidents. Le fumigène servait à masquer un mouvement. L'obus éclairant descendait sous un petit parachute et brûlait au magnésium pour illuminer le No Man's Land. Les plus sinistres restaient les obus à gaz. On y revient dans un instant. D'abord, il faut regarder la journée ordinaire d'une pièce d'artillerie. Installer le canon, dans la boue, sur un sol déchiqueté, puis tirer. Même quand tout se passait normalement, une équipe pouvait envoyer 800 à 1000 obus par jour. Selon le calibre, chaque projectile pesait environ 8 à 90 kg. À la fin de la journée, cela faisait des tonnes passées de bras en bras. Et puis, il y avait le bruit. Pas de protection auditive réglementaire. On bourrait ses oreilles avec ce qu'on trouvait. Beaucoup sont sortis de la guerre avec une audition abîmée. Le canon lui-même pouvait devenir un piège. À tout moment, un départ prématuré pouvait se produire. L'obus explosait alors qu'il était encore dans le tube. Ces catastrophes furent surtout fréquentes au début du conflit, au moment de la crise des obus. Les armées fabriquaient à toute vitesse, avec des contrôles médiocres et les matériaux disponibles. Ajoutez l'usure de canons forcés de tirer bien plus que prévu, et la pièce finissait par éclater, en massacrant les servants autour d'elle. En 1915, plus de 600 canons français furent touchés par ce genre d'explosion. Côté allemand, le bilan fut pire. 2300 canons de campagne et 900 obusiers légers perdus la même année. Autant que sous les coups de l'ennemi. Pour le gaz, au départ, on ouvrait des cylindres et on laissait le vent pousser le nuage vers les lignes adverses. Mauvaise idée, le vent change. Après quelques retours mortels, l'artillerie eut donc de nouveaux obus à gérer, remplis de substances différentes. Quand l'obus éclatait, certaines substances, une fois respirées, attaquaient les poumons de l'intérieur. Les tissus gonflaient, le liquide s'accumulait, et l'homme pouvait littéralement se noyer. Plus tard, les Allemands introduisirent aussi le gaz moutarde, un agent vésicant, conçu pour brûler la peau, couvrir le corps de cloques et mutiler plus que tuer. Le pire, pour les artilleurs, c'est qu'ils utilisaient ces munitions, mais les recevaient aussi. Il fallait manipuler des milliers d'obus toxiques, parfois avec le masque sur le visage. Le tir de contre-batterie pouvait très bien viser une position ennemie avec du gaz. Et si un dépôt d'obus chimiques était frappé, inutile d'imaginer longtemps la suite. Autour des canons, d'autres victimes encaissaient aussi, les chevaux. L'artillerie de campagne avançait vraiment à la force animale, avec 6 à 12 chevaux par pièce. Sur toute la guerre, des millions de chevaux, de mules et d'ânes furent employés. Eux aussi subissaient le front, les obus, la boue, la peur, tout en tirant des charges énormes. Les batteries d'artillerie n'étaient donc pas seulement des armes, elles étaient des cibles prioritaires. Faire taire les canons adverses donnait un avantage massif. C'est le principe du tir de contre-batterie. 2 artilleries se cherchent, se frappent, et chacune tente de détruire l'autre avant d'être détruite. Vers 1917, 2 méthodes permettaient de repérer une batterie. La première observait les lueurs de départ. Des guetteurs, placés à différents endroits, relevaient l'angle au compas. Là où les lignes se croisaient sur la carte, on plaçait la batterie. La seconde, bien plus efficace, utilisait le son. Des équipes déployaient des microphones sur plusieurs kilomètres, puis captaient le grondement des canons ennemis. Le boom n'arrivait pas exactement au même moment sur chaque micro. Ces minuscules écarts étaient passés dans des formules mises au point par des physiciens civils afin de calculer l'origine du tir. La précision pouvait descendre à quelques dizaines de mètres. Pour une batterie, c'était suffisant pour rendre la journée des servants ennemis très courte. Une fois la méthode rodée, le calcul allait plus vite qu'un déplacement de canon. Et quand la batterie était prise sous le feu, personne ne pouvait filer à l'abri en abandonnant la pièce. Il fallait rester, servir, tirer. Pendant ce temps,
L'artillerie gagnait en portée, avec l'obusier comme arme dominante. Elle partit pourtant dans deux directions opposées. D'un côté, les mortiers de tranchée, légers, assez proches de la ligne avancée pour lancer leurs bombes en cloche, lentement, jusque dans la tranchée ennemie. On pouvait parfois voir la bombe arriver. L'adversaire les détestait parce qu'ils étaient efficaces. Les fantassins du même camp les détestaient aussi, parce qu'ils attiraient aussitôt la riposte. L'équipe venait, tirait quelques coups, remballait, disparaissait. Puis l'artillerie ennemie écrasait l'endroit, et l'infanterie payait. À l'autre extrême, il y avait les pièces géantes à très longue portée, montées sur voie ferrée, parce qu'on ne pouvait pas les déplacer autrement. La plus célèbre fut le canon de Paris allemand, qui tira sur Paris depuis 120 km. Ces obus montaient jusqu'à environ 40 km d'altitude, un record pour un objet fabriqué par l'homme, jusqu'à ce que les Allemands le dépassent encore, lors de la guerre suivante, avec la fusée V2. Mais, au-delà de la terreur contre les civils, ce monstre avait peu d'utilité. Après quelques dizaines de tirs, il s'usait déjà. L'artillerie avait changé de nature. Elle n'était plus seulement une arme d'appui. Elle devenait le grand broyeur du champ de bataille. Environ 60% ou davantage des pertes de la Première Guerre mondiale lui sont attribuées. Même sans toucher directement, le bombardement continu brisait les hommes. Les armées tirèrent des quantités immenses de munitions. Les estimations vont de plusieurs centaines de millions à plus d'1 milliard d'obus. Et jusqu'à 30% n'auraient pas explosé. En France, le déminage ramasse encore chaque année près de 900 tonnes de munitions non explosées. Depuis 1946, 630 démineurs y ont laissé leur vie. Autour de Verdun, où 6 obus tombaient en moyenne sur chaque mètre carré, les secteurs les plus ravagés ont été classés en zone rouge, fermée, déclarée inhabitable. Drôle d'espèce vraiment.